Je suis Marie-Ève Lefebvre, je suis doctorante en sciences de l'éducation en andragogie. Puis, je fais mes études, dans le fond, sur la transition postsecondaire des adultes autistes. Donc, je m'intéresse spécifiquement à qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils font, en fait, ils arrivent au cégep, ils arrivent à l'université et qu'ils ils vivent la transition postsecondaire, ils perdent des services. Et en fait, je commence tout juste mon doctorat. En fait, j'ai 1 an derrière moi de doctorat de fait, mais je suis quand même très jeune dans mon parcours. Eh bien, j'ai été amenée à penser, en fait, à me questionner comment est-ce qu'on fait de la recherche avec les personnes autistes. Et j'ai été, en fait, foudroyée de savoir que la recherche était très peu inclusive. Ça m'a amené à me questionner, y a-t-il des manières d'être inclusif? Est-ce qu'il y a des manières de collaborer? Et c'est là que l'ethnographie, c'est vraiment, en fait, a été ma solution, a vraiment été quelque chose qui a été révélateur parce que je voyais que ça avait des portées, oui, scientifiques, des portées très intéressantes, mais surtout sociales et politiques, surtout dans le cas de mes sujets qui sont les personnes autistes. Donc, je suis tombée dans le champ de l'ethnographie, puis éventuellement sur les études critiques en autisme que je vais vraiment élaborer plus en détail aujourd'hui. Et dans le fond, je situe mon objet dans, oui, je suis en éducation, mais je situe vraiment mon objet dans la recherche en sciences du handicap, qui n'est pas une discipline qui existe nécessairement dans la recherche francophone, mais c'est une discipline qui est assez bien établie du côté anglo-saxon, qui, dans le fond, est transdisciplinaire. On inclut la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, les sciences de l'éducation. Donc, c'est vraiment un objet qui est multifacette et qui est utilisé de plein de manières. Donc, c'est toujours dans cette perspective-là qu'on doit, en fait, repenser notre rapport. Donc, la plupart d'entre vous ne sont pas familiers ou familières avec les études en autisme. C'est pourquoi je vais faire un bref aperçu. Ne vous étonnez pas, je suis très critique dans cet aperçu-là. Vous allez voir aussi que les études critiques en autisme arrivent un peu en solution à toutes mes critiques. Elles arrivent, elles sont en opposition au modèle biomédical que je vais expliquer. Je vais parler de neurodiversité, qui est un terme qui est de plus en plus malheureusement galvaudé dans les médias. Mais qu'est-ce que c'est la neurodiversité? Je vais l'expliquer. Son origine sociale, des mouvements sociaux. Puis, je vais finir par qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut redéfinir l'autisme, mais aussi toute autre forme d'oppression que vivent les personnes qui sont marginalisées en général. Donc, la recherche en autisme, d'abord, si je peux faire un bref, comment dire, résumé, l'autisme, c'est une personne qui répond à 2 caractéristiques, soit des caractéristiques sociales qui sont moins, en fait, atypiques, qui ne répondent pas à la norme. Une personne autiste peut avoir de la difficulté à s'exprimer, peut ne pas être verbale et peut être très, très verbale. Et de notre côté, on a certaines caractéristiques comportementales. Donc, une personne autiste peut avoir certains tics, certains intérêts restreints qu'on appelle. Donc, ça peut être des couleurs, ça peut être des activités, ça peut être des textures. Donc, il faut garder en tête que l'autisme, c'est dur à saisir, mais il y a 2, on appelle ça la dyade autistique, qui va définir qu'est-ce que c'est l'autisme. Puis, on sait c'est quoi l'autisme, on sait le portrait vraiment général, typique, et autant dans la recherche que dans la pratique, on va prioriser les enfants, notamment parce que les écarts entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques, donc sans autisme, vont se creuser dès l'enfance. Et dans le fond, le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2017, le protecteur du citoyen en 2012, en fait, mettent de l'avant que les enfants, on doit les aider à s'intégrer. On ne veut pas qu'ils accumulent de retard, on veut qu'ils soient adaptés, en fait, à la société, on veut qu'ils suivent un parcours normal le plus possible. Donc, c'est toujours dans cette priorité-là que, en fait, on va étudier et, en fait, faire des interventions dans la pratique. C'est un peu transposé, en fait, dans la recherche parce que dans la pratique, étant donné qu'en fait, on veut tellement que les personnes autistes soient incluses, on veut tellement qu'elles n'aient pas de problème, qu'il y aura souvent une équipe multidisciplinaire. Il va y avoir les parents, les enseignants, les enseignantes, les orthopédagogues, le personnel de soutien, tout ce beau monde-là
qui va entourer l'enfant autiste et qui va vraiment, en fait, venir superviser, venir encadrer différentes facettes, que ce soit scolaire, familiale, psychosociale. Donc, on arrive à la recherche et on a vraiment des acteurs, des actrices qui sont, en guillemets, bien placés. C'est des adultes qui côtoient la personne autiste et qui voient un peu c'est quoi ses difficultés. Ils voient aussi où est-ce que ça ne fonctionne vraiment pas. Est-ce que c'est plus à la maison, le milieu? Est-ce que c'est plus à l'école? Est-ce que ça va bien dans les sports? Est-ce que ça ne va vraiment pas en français? Donc, ces personnes-là peuvent vraiment offrir un portrait qui est très global. Par contre, on arrive à la recherche et ces personnes-là en fait, viennent vraiment offrir la majorité des résultats qu'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, la recherche en autisme va aller chercher les parents, aller chercher les intervenants, aller chercher les éducateurs, les éducatrices, mais pas vraiment la personne autiste. Ce qui fait que oui, on a un portrait global, on a vraiment une perspective de témoin, mais on a très rarement la perspective des personnes elles-mêmes qui vivent toutes les difficultés qui peuvent être associées à l'autisme. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très. C'est une phrase qui est très utilisée en recherche avec les personnes autistes. En fait, c'est qu'on ne fait pas de la recherche avec elles, on fait plutôt de la recherche sur elles. On les observe, on les regarde de loin et ça crée vraiment une distance entre l'équipe de recherche et les personnes autistes. Et dans le cadre de ce cours-là, qu'on comprend bien que c'est pas. C'est pas vraiment ça qu'on vise à faire pour comprendre des personnes qui sont différentes de nous, qui vivent une autre réalité. Donc, on voit qu'il y a certaines incohérences. En conséquence, à avoir cette distance-là, tantôt, j'ai mentionné un peu brièvement quelles étaient les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme. On a les difficultés communicationnelles qui peuvent être très, 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 très variées. Une personne qui est non-verbale et qui va communiquer avec des pictogrammes, donc des petites images pour dire qu'est-ce qu'elle veut. Une personne qui parle et qui parle beaucoup. Une personne qui peut avoir, en fait, qui peut faire des conférences parce qu'elle a beaucoup de vocabulaire. C'est quelque chose qui existe. Il y a des humoristes qui sont autistes. Il y a des écrivains et écrivaines qui sont autistes. Donc, les difficultés communicationnelles peuvent vraiment avoir différents niveaux. C'est la même chose du côté des comportements répétitifs et restreints. En fait, en général, la personne autiste a besoin de beaucoup, en fait, d'organisation. Elle doit avoir un horaire, elle doit être organisée, les choses doivent être prévisibles. De manière générale, les personnes autistes n'aiment pas les choses qui sont spontanées, dans le sens qu'elles ne sont pas prévues, c'est des imprévisibles, c'est des choses qui vont les déstabiliser. Donc, très souvent, il va y avoir des comportements restreints, que c'est plus comme des rituels, des choses qui sont faites à tous les jours, et que ce n'est pas simplement des passions, c'est vraiment des choses qui sont plus intensément, plus fréquemment faites que dans la norme. Je pense souvent à l'exemple des couleurs. Il y a des personnes autistes que je connais qui aiment beaucoup la couleur mauve. Alors, ils vont être habillés en mauve, avoir des lunettes mauves, avoir des souliers mauves. Et d'autres personnes vont beaucoup aimer, par exemple, la biologie. Donc, ils vont devenir chercheurs ou chercheuses en biologie. Donc, on voit que c'est vraiment un spectre et même, je dirais, un prisme parce que ça vient vraiment, en fait, les caractéristiques autistiques vont vraiment venir interagir avec le milieu. Est-ce que la personne, elle est nantie? Est-ce que la personne, elle est éduquée? Est-ce que la personne a un soutien social? Et ça va venir interagir avec le niveau de soutien qu'elle a besoin. Donc ici, un peu comme je l'ai mis avec mon image de robot, ce sont toutes des robots. Donc, il y a beaucoup de personnes autistes. Elles ont toutes certaines caractéristiques qu'elles sont faites en métal, donc elles partagent certaines caractéristiques, mais on se rend compte qu'elles sont vraiment différentes. Elles ont des formes différentes, elles ont des manifestations différentes, des couleurs, des gadgets. Donc, c'est vraiment un peu la même chose chez les personnes autistes si on fait le parallèle un peu de manière brouillon, mais vous voyez l'idée que les personnes autistes sont toutes des personnes autistes, mais que vraiment, elles sont très uniques individuellement. Et c'est très difficile de parler de recherche en autisme quand en fait, il y a des autismes. Il y a plusieurs types d'autisme. Et alors, le fait de parler à l'entourage, parler à la famille, parler aux frères, aux sœurs, parler aux enseignants, enseignantes, on n'a pas cette hétérogénéité-là qui est très importante pour caractériser le trouble du spectre de l'autisme. On n'a pas cette nuance-là, cette richesse-là. Donc, quand on arrive en fait, quand on lit la recherche, quand on lit en fait les écrits scientifiques, on voit que
c'est difficile de vraiment mettre le mot sur cette hétérogénéité-là, de vraiment les classifier, de les décrire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut nécessairement être fait en allant seulement chercher des témoignages de témoins, en fait, des personnes qui ne vivent pas réellement l'autisme. Donc, si je mets la fameuse image du iceberg, ici, la recherche actuelle est vraiment la pointe de qu'est-ce qui est possible, étant donné que c'est vraiment des perceptions. C'est comment la personne vive avec une personne autiste. Donc, il y a comme une distance qui se fait. Puis, c'est des ressentis, c'est des observations. Les mères qui vivent avec des personnes autistes, elles parlent de leur vécu de mère, elles ne peuvent pas parler pour leur enfant. Donc, c'est très difficile d'avoir des données qui sont de première main. Okay? Puis ça semble un peu anodin, mais c'est quand même ça a quand même des répercussions parce que toutes les recherches qu'on a faites en autisme ont servi à créer les lois, les politiques, les plans d'action qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ça a des répercussions sociales assez importantes. Si je donne un exemple, il n'y a pas nécessairement de recherche qui est faite pour les adultes qui sont au collégial, au cégep, à l'université. Donc, on arrive au postsecondaire et il n'y a pas d'études, donc il n'y a pas de services qui sont basés nécessairement sur leurs besoins. Donc, on voit que simplement, aussi simple que ça peut paraître, ça a vraiment un effet domino que de ne pas inclure les personnes autistes dans la recherche. Et c'est pour ça que, en fait, ma présentation, mon objet de recherche s'insère très, très bien dans le colloque parce que l'informateur clé dans ce cas-ci est la personne qui fait l'expérience, qui vit les oppressions, qui vit la stigmatisation. La personne autiste a une recherche, une complexité et c'est toujours dans une optique intersectionnelle. C'est-à-dire que intersectionnelle, c'est qu'il y a différents niveaux d'oppression qui vont en fait jouer ensemble. Une personne autiste qui est cisgenre, qui est blanche, ne vivra pas les mêmes oppressions qu'une personne, en fait, peut-être qui a une identité sexuelle, une identité de genre diversifiée et qui est marginalisée ou racisée. Donc, c'est des expériences qui vont vraiment venir changer aussi comment est-ce que la personne se comporte, comment est-ce que la personne va être soutenue. Donc, c'est vraiment des retombées sociales et scientifiques. Et de faire, en fait, d'intégrer les personnes autistes dans la recherche, c'est vraiment de faire la recherche avec elles plutôt que sur elles, comme si c'était des animaux, vraiment comme on faisait il y a 100 ans, d'étudier quelque chose avec une distance qui est très inhumaine, en fait. Donc, ça nous amène à penser aux études critiques en autisme. Ça, c'est un mouvement, en fait, qui est extrêmement récent. C'est les Critical Autism Studies, les Transformative Autism Studies, les Emancipatory Autism Research, qui sont, dans le fond, un groupe de recherche qui a émergé depuis 2018. Donc, tu sais, je vous en parle, puis je ne pense pas qu'il y a des communications qui ont été faites en français à ce niveau-là. Donc, je me sens très chanceuse d'avoir mis la main sur ce mouvement-là, puisqu'il est d'une grande importance sociale. Il a commencé, en fait, en 1996. On a commencé à s'opposer au modèle biomédical que je vais mentionner plus tard, qui est en fait le statu quo pour l'intervention en autisme. Ça l'a amené au mouvement pour la neurodiversité, qui éventuellement s'est transformé au fil de discussions à redéfinir un peu l'autisme du point de vue de la recherche en mobilisant des études critiques en autisme. Et à travers, en fait, cette lancée-là, on voit vraiment l'émergence du rôle, de la place des personnes autistes qui prennent de plus en plus de place dans la recherche, dans la pratique, mais leur voix est augmentée. Elle a toujours été présente, leur voix dans les médias, mais d'avoir un espace concret puis d'avoir de la recherche qui a des répercussions, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très pertinent. Donc, si je commence, en fait, par expliquer pourquoi, en fait, qu'est-ce que c'est le modèle biomédical, puis pourquoi est-ce qu'on, en fait, on ne l'aime pas, on ne l'aime vraiment pas dans les études critiques en autisme. En fait, c'est le modèle qui va être, en fait, un peu par défaut. C'est le modèle selon lequel les personnes autistes vivent avec une maladie qu'est l'autisme. Je mets des guillemets parce que je n'endosse pas ça, évidemment, mais en fait, c'est une perspective que depuis que l'autisme est arrivé dans le DSM-3 dans les années 80, en fait, on veut guérir l'autisme, on veut réduire les écarts, on veut réduire les difficultés qui peuvent être dérangeantes pour les personnes guillemets normales.
Donc, on va essayer de normaliser les personnes autistes. On va réduire leurs caractéristiques. On va appeler même ça des symptômes autistiques, comme si c'était un rhume, comme si c'était une maladie incurable. On va essayer de réduire ces symptômes-là et jusqu'au point de les éliminer. Et ça, dans le fond, ça va en fait mise en place par des interventions, des médicamentations, de la supervision, tout en fait pour réduire et dans le fond pour que la personne puisse s'insérer dans l'environnement qui est neurotypique, en fait, de mettre l'accent sur l'individu et de vraiment l'amener à lui changer, s'adapter au point de, en fait, oublier ou effacer certaines caractéristiques qui peuvent être assez importantes au niveau identitaire. Donc, ça, c'est un peu les bases du modèle médical et un peu par conséquent, ça l'amène souvent à infantiliser les personnes qui sont autistes. En fait, les personnes autistes, il y a certains stéréotypes que peut-être que vous connaissez. Une personne autiste ne peut pas choisir par elle-même. La personne autiste doit être accompagnée de quelqu'un. Il faut demander à ses parents. Il y a toujours comme un intermédiaire qui n'est pas nécessairement obligé, qui n'est pas nécessairement non plus pertinent pour la personne autiste, étant donné qu'il y a une certaine infantilisation qui s'est faite aussi à long terme, évidemment. Ça commence enfant, puis arrivé à l'âge adulte, ça peut être très difficile d'avoir développé son autonomie parce que c'est quelque chose qui s'est fait pendant des années. Donc, cette infantilisation-là va souvent être du point de vue... Randa. Oui. Est-ce qu'il y a une intervention? Voilà. OK, je vais continuer. J'ai été surprise par l'intervention surprise. Donc, en fait, ça va souvent être sous la forme de contrôle, de choisir des activités pour la personne, pas nécessairement la consulter, de faire des choses pour elle, un peu, c'est ça, sans vraiment lui demander son avis. Malheureusement, ça va souvent être la surprotection, de lui empêcher peut-être d'explorer, de développer son autonomie, puis éventuellement de freiner son autonomie. Donc, ce modèle-là, en fait, a été fortement critiqué dans les années 80, en fait en 96, puis ça l'a amené le mouvement pour la neurodiversité, qui, dans le fond, la neurodiversité s'applique aux personnes qui ont un diagnostic d'autisme, mais aux personnes qui ont d'autres types de diagnostics et même ceux qui n'ont pas de diagnostic. Donc, les personnes qui ont un trouble déficit de l'attention, un trouble d'apprentissage, les personnes qui sont douées, qui ont de la douance, les personnes peut-être qui ont une pensée créative peuvent se retrouver dans cette définition-là. Et dans le fond, la neurodiversité, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas de normes. Tout le monde pense d'une manière différente, tout le monde a des valeurs différentes, tout le monde n'a peut-être pas nécessairement la même logique, et c'est de reconnaître que c'est des choses qui sont, en fait, que tout le monde vit une neurodiversité, que c'est des fonctionnements neurocognitifs qui sont partout. En fait, le terme neurodiversité, neurodiversity en anglais, a été proposé en 1996 par Judy Singer, qui, elle, en fait, est très militante, en fait, est sociologue de formation et une mère d'une enfant autiste et a reconnu que son enfant avait un très, très grand potentiel. Plus tard, on a su que l'enfant était autiste et doué. Et en fait, rejetait le modèle biomédical dans les interventions qu'on lui proposait. On la rejetait, en fait, on lui interdisait certaines activités, on l'excluait socialement parce qu'elle était un peu différente. Donc, c'est vraiment en réaction à ça que Judy Singer a parlé de la neurodiversité pour la première fois. Et dans le fond, ce terme-là a été, en fait, c'est fait réapproprier par des groupes de soutien de personnes autistes, de personnes neurodivergentes, pour essayer de se réapproprier pas l'autisme comme une sorte d'handicap ou une situation de handicap, mais davantage comme quelque chose d'agréable, quelque chose qui leur permet de faire sens de leur identité. Puis ça, c'est justement quelque chose qu'aujourd'hui, dans les groupes de soutien en ligne, il y a quelque chose de très, très, très prôné pour amener à l'acceptation de soi. Donc, la neurodiversité, en réaction au modèle en fait, biomédical, permet de construire en fait une culture, une sous-culture, en fait, en réaction à ce modèle-là, pour que les personnes se sentent fières, passent un sentiment d'appartenance et puissent reconnaître que l'autisme, ce n'est pas simplement des défauts, mais qu'il y a aussi de très grandes habiletés qui viennent avec ça aussi.
Je l'ai mentionné quelques fois, mais parce que je connais beaucoup de chercheurs qui sont autistes et qui, eux, l'intérêt restreint est très, très, très pertinent parce que ça leur permet de connaître beaucoup de choses, d'être très concentrés sur leur objet de recherche, ce qui est très, très, très valorisé dans le monde de la recherche. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont autistes qu'ils ne peuvent pas être fonctionnels. Donc, c'est des choses qui permettent de redéfinir aussi que ce n'est pas nécessairement un handicap, mais c'est vraiment quelque chose d'un peu indissociable de la personne autiste. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent la terminologie personne autiste ou autiste au lieu d'une personne avec de l'autisme ou avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, parce que ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une condition, c'est vraiment une neurodiversité. Ça fait partie de la neurodiversité et que c'est indissociable. C'est un adjectif, quelque chose qui définit la personne. Donc, dans le mouvement des études critiques, en fait, il y a 3 grandes caractéristiques qui viennent vraiment mettre de l'avant la parole des personnes autistes, en fait, pour vraiment les mettre au pied d'informateurs clés. On a d'abord d'explorer des dynamiques de pouvoir, de s'opposer au modèle biomédical et de collaborer avec les personnes autistes sur un pied d'égalité. En fait, il y a des oppressions qui sont à différents niveaux. J'ai mentionné tantôt qu'il y avait des oppressions qui étaient... les personnes autistes vivent des oppressions intersectionnelles. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux qui interagissent souvent les uns avec les autres. Et ça peut être vrai pour les personnes autistes, mais d'autres personnes qui font partie de groupes marginalisés. Donc, il y a au niveau personnel et communautaire, institutionnel et systémique que les personnes autistes vont vivre certaines oppressions. Pour vous donner quelques exemples, moi, je travaille spécifiquement sur les études au postsecondaire et en fait, parallèlement en emploi. Puis c'est au niveau systémique et institutionnel qu'il n'y a pas nécessairement de soutien qui est offert, il n'y a pas de reconnaissance des besoins des personnes autistes, que ça va venir les exclure de certains milieux. Puisqu'il n'y a pas nécessairement de service qui est donné au postsecondaire, bien, les personnes autistes n'ont pas nécessairement tous les outils pour continuer et finir des études postsecondaires, ce qui va avoir un impact sur l'emploi qu'elles peuvent occuper. Et même en milieu d'emploi, il n'y a pas nécessairement tous les outils pour rendre en fait le travail optimal pour la personne autiste. Donc, ça vient créer des barrières et de l'exclusion parce qu'elles sont stigmatisées dans ces différents milieux-là. C'est la même chose au niveau des soins de la santé. Le processus pour avoir accès à des soins de santé est extrêmement difficile. Si on a un médecin de famille, on est très chanceux, mais dans plus de 50 des cas, donc la majorité des personnes autistes n'ont pas de médecin de famille, ce qui fait qu'elles doivent entreprendre les démarches à toutes les fois qu'elles veulent aller chercher un médecin. Et pour une personne neurotypique, entre guillemets, c'est déjà compliqué. Si on n'a pas de médecin de famille, on doit passer par une application, on doit appeler, on doit prendre un rendez-vous. Et là, c'est une personne autiste qui vit avec d'autres difficultés, des difficultés qui doivent être suivies. Et ce suivi-là n'est pas nécessairement accessible. Donc, ça vient avoir un impact sur sa santé, sur sa motivation nécessairement, sur son bien-être général. Donc, ça a vraiment des impacts très, très, très multidimensionnels. Puis, on a aussi au niveau des activités sociales, sportives et culturelles, au niveau personnel communautaire, il y a des activités qui ne prennent pas en compte les caractéristiques sensorielles. Il y a des personnes autistes qui n'aiment pas les néons. La majorité des sports sont faits dans des gymnases avec des grands néons. Donc, ça vient les exclure. Il n'y a pas d'endroit où est-ce qu'elles peuvent partager nécessairement leur point de vue. Donc, c'est toutes des choses qui sont des stigmatisations à différents niveaux et qui, malheureusement, les empêchent soit de participer à la recherche, soit de participer à la société de manière générale. Donc, ça nous amène à aussi vouloir savoir pourquoi est-ce qu'on critique le modèle biomédical. En fait, je l'ai mentionné à quelques moments, mais l'accent est beaucoup mis sur les déficits et c'est quand même assez difficile d'avoir confiance en soi quand toute sa vie, on s'est fait dire que tu as des difficultés sociales, tu as des difficultés de comportement, tu n'as pas nécessairement les habiletés comme dans la norme. C'est des choses qui sont très difficiles pour l'estime de soi. Et c'est très difficile pour les personnes autistes d'avoir confiance en leurs propres capacités, donc d'aller chercher des opportunités, étant donné que c'est un discours qui est répétitif à travers les années. Donc, le modèle biomédical prône un peu cet accent-là sur les déficits, mais il faut s'en éloigner parce que ça ferme des portes aux personnes autistes. En plus, comme je l'ai mentionné tantôt, l'accent est beaucoup mis sur l'individu qui doit s'adapter. On doit avoir de l'intervention, on doit avoir de la médication pour
être adapté à l'environnement, mais en retour, l'environnement n'est pas nécessairement adapté à la personne autiste. Donc, c'est de savoir est-ce qu'on a des environnements qui sont réellement inclusifs et pas seulement pour les personnes autistes, mais pour toutes les personnes qui ont certaines préférences, certaines aussi sensibilités. Tantôt, je mentionnais les néons, mais ça peut être le bruit. Des personnes autistes qui n'aiment pas le bruit, qui ont besoin de coquilles pour isoler le son. C'est quelque chose qui doit être pris en compte pour justement leur permettre d'avoir accès à plusieurs choses qui sont des fois, dont elles sont exclues des fois. Puis, finalement, la perspective restreinte en autisme, ça, c'est vraiment ce que je disais tantôt, étant donné que les autistes ne sont pas nécessairement des informateurs clés. En fait, on n'a pas beaucoup de perspectives qui est de leur propre point de vue, ce qui fait que on a vraiment la pointe de l'iceberg. On n'a pas toutes les nuances, on n'a pas toutes les émotions, on n'a pas toutes les dynamiques de pouvoir qui peuvent avoir un impact sur leur vie en général. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très critiqué. Dans les recherches critiques en autisme, en fait, on prend toutes les critiques qu'on a dit, on prend toute la stigmatisation, les oppressions à plusieurs niveaux, puis on essaie vraiment de trouver des solutions pour amener un espace, pour inclure les personnes autistes autant dans la recherche que dans la pratique, pour pouvoir avoir un informateur clé qui va nous donner des informations qu'on n'a pas nécessairement eues avant. D'un côté, parce que nous, ça va nous aider à avoir de la recherche plus complète, mais aussi ultimement parce que ça va permettre de faire un cadre législatif qui est beaucoup plus à jour, qui inclut, par exemple, les adultes autistes, qui inclut leurs besoins sensoriels. Donc, c'est vraiment d'essayer oui, pour la recherche, mais surtout pour comme on dit en anglais, le greater good, pour la participation sociale de manière générale. Donc, on peut penser d'abord d'avoir un environnement inclusif. Je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais il y a des environnements, autant que pour les personnes qui sont en situation de handicap physique, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de rampe pour aller à un bureau, pour aller à l'école, ben c'est un peu la même chose pour les personnes autistes. Il y a des environnements qui sont bruyants, il y a des environnements qui sont très... il y a beaucoup de lumière, il y a des choses qui clignotent, c'est très distrayant. Donc, ce n'est pas nécessairement un environnement qui est inclusif et qui permet aux personnes autistes de participer de manière optimale. Donc, c'est là que les ECA vont vraiment favoriser l'accessibilité universelle. Autant dans la recherche, on va demander à ce que les personnes aient un environnement, soit qu'elles connaissent, qu'elles choisissent, un environnement qui est contrôlé, un environnement qui, en fait, prend en compte certaines choses dont elle est sensible, les bruits, les lumières. Donc, c'est vraiment d'avoir des espaces physiques et aussi de manière plus symbolique aussi. Puis, d'avoir un espace pour exprimer les paroles et les entendre, dans le fond, de reconnaître la voix des personnes autistes, de l'augmenter aussi, parce que je tiens à rappeler qu'elle est présente. Les personnes autistes sont présentes dans la société, mais elles n'ont pas nécessairement de personnes pour les entendre et pour partager ce qu'elles ont à dire. Donc, c'est d'avoir des espaces, comme je l'ai dit, mais aussi en recherche d'avoir des méthodes adaptées. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'en ethnographie, on essaie de prendre en compte beaucoup, surtout que l'informateur, en fait, on ne veut pas on y fait très attention. C'est vraiment comme une espèce de boule de cristal. On ne veut pas l'échapper. On ne veut pas non plus ruiner notre lien de confiance. Donc, c'est d'avoir des méthodes qui sont adaptées, que ce soit un questionnaire qui est, on fait des entrevues, par exemple, bien, le questionnaire va être disponible à l'avance. D'avoir un questionnaire simplifié, d'avoir des images pour appuyer les questions, d'avoir des groupes si c'est nécessaire pour la personne, peut-être qu'elle se sent plus à l'aise avec des personnes, des pairs autistes. Peut-être que la personne, en fait, se sent mieux seule ou à la maison. Faire des entrevues à distance, faire des entrevues en personne. C'est vraiment, je pense, d'être assez flexible. Et ça, c'est vrai en autisme, c'est vrai dans toutes les autres, en fait, les neurodivergences. C'est de prendre en compte la personne parce qu'elle nous donne le cadeau de nous donner des informations qui sont essentielles de première main. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment... il faut vraiment faire en sorte que cette personne-là, ce ne soit pas un fardeau. On parle de la fatigue de recherche, de participer à des projets de recherche. On ne veut pas la fatiguer, ce n'est pas ça le but. On veut vraiment essayer d'avoir de l'information qui est en fait en cohérence avec ce qu'elle vit réellement et non par les pairs ou par l'entourage.
ça nous amène à vouloir avoir une consultation avec les personnes autistes. Il y a quelques personnes autistes qui sont des co-chercheurs, des co-chercheuses, qui participent à des projets de recherche, qui regardent les analyses, qui regardent les résultats, qui ont leur mot à dire, en fait, pour que ce soit représentatif, puis pour que ça prenne en compte les choses que les personnes autistes ne réalisent peut-être pas, comme le fait qu'il y a des questionnaires, des fois, qui sont très denses, et c'est des choses qui, en fait, empêchent la personne autiste de bien procéder à l'information, de bien décrire, de bien répondre. Donc, c'est de mettre en place vraiment, de comprendre en ayant une personne qui peut vraiment servir de mentor pour, en fait, adapter notre recherche. Puis, on a l'acquisition de rôles décisionnels finalement. Donc, la personne autiste qui va devenir elle-même chercheur, chercheuse, elle va devenir peut-être politicien, politicienne, elle va faire des décisions, prendre des décisions qui vont avoir un impact sur, dans le fond, sa vie, oui, mais qui va être représentatif de elle, sa perspective, qui a vécu des oppressions, qui a vécu de l'injustice, une personne qui a, en fait, qui était différente, qui a dû utiliser des stratégies de compensation. C'est des personnes qui vont prendre des décisions en fonction de leur vécu et non seulement une personne qui est privilégiée et qui n'a pas nécessairement eu à vivre certaines difficultés. Donc, ça, c'est vraiment les quatre, en fait, les quatre manières que les ECA essayent de redéfinir l'autisme. Donc, pour finir ma présentation, les ECA, c'est quelque chose de... C'est très important parce que le rôle de l'informateur-informatrice est émergent. En fait, on dirait que dans les études en autisme, ce n'est pas quelque chose qui a été fait depuis 20 ans, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit un peu se faire tenir par la main. Et c'est toujours dans l'optique de mettre en lumière qu'est-ce que les personnes autistes vivent et qui ont peut-être été effacées auparavant. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment une grande pertinence sociale et scientifique que d'utiliser l'informateur clé dans les recherches en autisme. En fait, ça l'aide à redéfinir l'autisme, mais ça aide aussi ultimement à réduire des formes de stigmatisation, d'exclusion qui sont, comme on l'a vu, à différents niveaux du système. Et ça permet vraiment de capturer toute l'hétérogénéité qu'on n'a pas nécessairement actuellement, la complexité des enjeux vécus qui peuvent vraiment avoir des impacts dans différentes sphères de leur vie pour les personnes autistes. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention durant cette présentation. J'ai mis quelques références ici. Si vous avez des questions, je suis disponible. Si vous avez des questions à retardement, j'ai mon courriel, j'ai mon LinkedIn et j'ai mon blog si jamais vous voulez me contacter. Donc, voilà.